Bon, on continue aujourd'hui avec l'entretien avec Luciano Boy. On vient de parler de la torsion, cette catastrophe topologique. Maintenant, je voudrais parler un peu plus de cette forme, à savoir le nœud. Le nœud et les bords. On sait que le nœud joue un rôle très important, pas seulement dans la biologie, mais aussi dans la théorie des cordes. Hein. Et, et l'autre notion très intéressante, c'est celle des bords, parce qu'il y a des idées de cobordisme que Tom a développées et que tu as entendu et appliqué à d'autres bon, dans notre contexte. Si tu peux en parler un peu. Oui, alors la notion de nœud, effectivement, c'est une notion très importante pour plusieurs raisons. La notion de nœud, en fait, date des civilisations anciennes. Il y avait des civilisations anciennes qui déjà connaissaient les nœuds, mais ils étaient utilisés surtout dans l'artisanat, dans les arts appliqués, etc. Et les nœuds étaient connus aussi par des artistes à l'époque de la Renaissance. Par exemple, Dürer avait effectivement introduit un certain nombre de nœuds dans ses travaux, plus précisément des entrelacs. Léonard de Vinci aussi avait introduit un certain nombre d'œuvres morales entrelacées, donc il avait aussi une idée de ce que ça pouvait être l'entrelac et les nœuds. Et il y a eu des civilisations très importantes, notamment la civilisation précolombienne, où les nœuds, qui s'appelaient en langage inca les quipus, était un instrument très important, non seulement pour en quelque sorte décrire les orbites célestes, mais aussi pour calculer par exemple les gains et les pertes à l'échelle de l'économie et de la société. Et aussi jouer un rôle symbolique, voire religieux très important dans ces civilisations. Et d'autres civilisations, comme la civilisation japonaise ancienne, la civilisation chinoise, et également chez les bouddhistes, les nœuds, historiquement, a eu un rôle très important. Mais en tant que théorie mathématique, les nœuds est apparu tard, donc il est apparu au début du XIXe siècle, avec encore une fois Gauss. Les mathématiciens allemands Gauss l'avaient introduit dans un problème de physique pour se demander, ou dans lequel il essayait à établir la puissance, enfin la valeur de l'inductance de deux circuits électriques. Et il s'aperçut que cette inductance était reliée aussi à des lignes de force qui pouvaient en quelque sorte s'entrelacer et former des nœuds. Un peu plus tard, un autre mathématicien allemand, ami de Riemann, et qui a joué un rôle important dans l'introduction de la topologie, Listing, introduit les premiers calculs de nœuds par une méthode, disons, relativement simple, qui consistait à calculer les croisements alternés d'une corde nouée, d'une courbe nouée plus précisément. Mais ces idées restèrent à l'époque assez isolées, donc il n'y avait pas eu à l'époque de développement mathématique véritable. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, grâce à deux physiciens d'ailleurs, deux physiciens britanniques Tate et Thomson, Lord Kelvin, qui, comme on le sait, ont joué un rôle important dans le développement de la physique à l'époque,
et qui connaissait les travaux de Maxwell, la théorie électromagnétique de l'époque, qui, on sait, ça a joué un rôle fondamental dans le développement de la physique. Eh bien, Tate et Thompson introduisent une théorie qu'ils appellent la théorie des vortex, dans laquelle ils essayent de comprendre si les états d'un vortex, les états atomiques des molécules d'un vortex, ne seraient pas engendrés par la formation des structures nodales dans les vortex lui-même. Donc ils eurent l'idée très originale, l'intuition d'associer des nœuds à des états physiques du vortex et notamment à des états moléculaires du vortex. Ça a été une idée à l'époque évidemment très qui a suscité des perplexités, qui n'a pas été vraiment reprise, sauf rares exceptions, notamment en hydrodynamique par certains auteurs allemands au début du XXe siècle. Mais ce qui est important, c'est que ce furent ces mêmes physiciens qui introduirent les premiers invariants de nœuds. L'invariant de nœuds consistait à calculer les nombres de croisements que l'on pouvait, caractériser pour une courbe donnée. En supposant que ces croisements étaient négatifs, étaient alternes, étaient des types alternes, c'est-à-dire qu'ils s'alternaient dans un sens horaire et anti-horaire selon la direction du croisement des deux de la courbe. Enfin. Et donc ils introduirent la notion des en dessous et par-dessus, c'est-à-dire qu'une courbe peut donc passer par-dessous et par-dessus d'une autre courbe donnée. Et donc ils eurent l'idée d'associer à chaque passage un signe négatif ou positif selon que la courbe était orientée et se déplaçait en sens horaire ou anti-horaire. C'est ce qui les permet de calculer un premier invariant de nœud quasiment de manière intuitive, on pourrait dire visuelle, expérimentale, mais en réalité les deux physiciens publièrent un ensemble de travaux qui étaient vraiment qui montraient la profondeur de leurs intuitions, dans lesquelles il y avait beaucoup de calculs et beaucoup d'idées concernant les nœuds, la structure de nœuds. Les nœuds ensuite s'est développé en théorie mathématique, en théorie topologique, mathématique, au début du XXe siècle, grâce à certains topologues allemands, et notamment grâce à Max Dehn, qui était un topologue allemand des années 20-30, qui publia les premiers ouvrages, les premiers traités sur les nœuds. Et ensuite, cette théorie a été développée énormément dans les cadres de la topologie algébrique, par exemple par Seifert, encore une fois les topologues allemands Hans Seifert, et ensuite par d'autres mathématiciens. Par contre, au point de vue de la physique, les nœuds, furent redécouverts assez tard, dans les années 50, par un physicien théoricien américain qui s'appelle John Wheeler, qui joue un rôle fondamental dans ce qu'on appelle dans la élaboration d'une théorie quantique de la relativité générale, qui prit les noms des j'ai un petit vide et moi, Geometry Dynamics, qui souligne bien sa tentative de vouloir introduire des concepts topologiques pour décrire un certain nombre de notions physiques. Et notamment, il associa des états physiques, par exemple des états quantiques de la physique, à des structures spatiales nouées.
La théorie des nœuds a été redécouverte par les mathématiciens et par les physiciens au début des années 80 du siècle dernier, à la fois dans deux contextes, dans deux domaines essentiellement, dans la dynamique des fluides, et notamment dans la théorie des vortex d'un côté et dans la théorie des cordes de l'autre côté. La théorie des vortex, dynamique des fluides, qui a été développée par un certain nombre de mathématiciens et physiciens, et qui est devenue une théorie en quelque sorte très riche au point de vue des méthodes topologiques et géométriques, et qui, on peut dire, c'est une redécouverte en quelque sorte de l'intuition de Thompson et de Tate, introduit un certain nombre de méthodes topologiques très puissantes, mais si vous voulez, l'idée essentielle, c'est de montrer que les nœuds jouent un double rôle dans cette théorie. D'abord, c'est une sorte comment dirais-je, des concepts topologiques qui permet de montrer que les flots dynamiques peut présenter une topologie complexe. Et que donc, pour ça, il fait intervenir un certain nombre d'états de nœuds et d'invariants de nœuds. Et il démontrait aussi que les nœuds peut aussi être est toujours associé à l'énergie d'un flux donné, et qui donc permet de calculer, de mesurer l'entropie de ces flux dynamiques, d'une part, et que d'autre part, si un flux donc dynamique présente une structure nodale, cela a un effet sur l'absence d'effet dissipatif du système. Autrement dit, si un flux dynamique présente des nœuds, une structure nodale, ces effets dissipatifs seront beaucoup moins importants par rapport à un système dynamique ou un flux dynamique qui ne présente pas une topologie nodale. En théorie parallèlement, disons, mais sans lien apparent, même si après on a compris qu'il y avait des liens, en théorie des cordes, dans la tentative d'unifier la force de la gravitation, donc la réalité générale avec la mécanique quantique, et de les rendre compatibles au point de vue d'une théorie unifiée de l'espace-temps, une théorie unifiée des effets quantiques sur l'espace-temps et de la structure de l'espace-temps à l'échelle de la relativité générale, on a introduit la théorie des nœuds dont le but est surtout de caractériser des états quantiques d'énergie variable dans la théorie topologique des champs quantiques. Et de ce point de vue, les invariants de nœuds ou la structure des nœuds pourrait être un élément fondamental, enfin il est apparu qu'il est un élément fondamental pour réécrire et pour donner une nouvelle interprétation de la théorie des champs quantiques en termes de structures topologiques. C'est-à-dire que l'évolution qu'une théorie quantique pourrait, avoir d'un point de vue physique, phénoménologique, en termes de ses propriétés physiques fondamentales, serait directement liée à son évolution topologique. Et notamment au fait que cette topologie présente des structures nodales ou des structures en tresses. Donc les tresses et les nœuds, en réalité, sont très utiles pour caractériser ces états physiques de la théorie des champs quantiques. Mais en même temps, plus ou moins à la même époque, et c'est quelque chose en même temps de très étonnant et de très important, le même type de développement s'est produit en biologie, et notamment en biologie moléculaire.
l'observation initiale, ça a été de comprendre que l'ADN n'est pas une structure linéaire, mais qui, lors des événements génétiques majeurs, c'est-à-dire la duplication, la recombinaison et la réparation de l'ADN peut prendre des états géométriques, voire manifester des topologies très complexes. Et notamment, on s'est aperçu que lorsque l'ADN est enfoui dans les noyaux de la cellule, donc dans son chromosome, et pour pouvoir être dans un état très compacté, très condensé, donc pouvoir se condenser dans ces noyaux qui est extrêmement petit par rapport à la mesure globale de l'ADN dans un organisme, eh bien, il doit effectuer un ensemble d'opérations topologiques, dont la plus importante, c'est celle de s'entrelacer et de se nouer un certain nombre de fois, un très grand nombre de fois. Donc, on a commencé à observer in vivo des états topologiques de l'ADN. Et on a compris ensuite que ces états topologiques ont joué un rôle fonctionnel fondamental pour l'ADN. D'une part, donc, pour sa condensation dans les noyaux de la cellule, et d'autre part, il est tout à fait nécessaire que cet état très condensé puisse être en quelque sorte démêlé, donc qu'il y ait un dénouement de cet ADN lors de la duplication. Parce que, évidemment, si on imagine un peu la duplication de l'ADN, dans laquelle l'ADN doit donner lieu dans une cellule à deux ADN filles, enfin à deux brins, à deux structures d'ADN filles, eh bien cela comporte que l'ADN en quelque sorte soit démêlé et donc soit dénoué à l'intérieur de son noyau par une activité supramoléculaire très complexe. Et en même temps, enfin en troisième lieu, on comprend que cette double opération, nouement et dénouement de l'ADN, joue un rôle fondamental sur l'activité cellulaire. Par exemple, il joue un rôle fondamental sur l'activité cellulaire qui a lieu lors de l'embryogenèse. Et comme l'embryogenèse est le processus fondamental de l'émergence des formes nouvelles dans un organisme vivant, grâce à la formation des tissus, des organes et d'autres systèmes plus complexes, on comprend bien qu'il y a un rapport entre des échelles du vivant, entre des niveaux d'organisation du vivant, c'est-à-dire entre les niveaux moléculaires, les niveaux cellulaires et les niveaux de l'organisme, les niveaux de l'embryon, de l'organisme en formation, et que ces liens sont assurés par des principes, par des règles, par des opérations, par des déformations topologiques qui concernent en particulier l'ADN, mais aussi des structures macromoléculaires plus complexes comme la chromatine et les chromosomes. Donc, il est très intéressant de voir comme, grâce à des méthodes topologiques, grâce à cette étude des structures nouées, on a pu établir un lien entre la matière physique, à l'échelle quantique, on pourrait dire, la matière fluide en dynamique des fluides, donc essentiellement à l'échelle macroscopique, et la matière vivante à l'échelle mésoscopique de la molécule et de la cellule. Et philosophiquement, c'est très important parce que elle permet de comprendre que si on veut comprendre la complexité et la richesse des structures spatiales, on doit s'intéresser aux méthodes et aux idées topologiques. Si la philosophie veut jouer un rôle dans la compréhension des structures spatiales, et dans les faits qu'il y a des transformations spatiales qui concernent à la fois ces niveaux de la réalité, ces différents niveaux de la réalité physique vivante et on pourrait dire aussi
disons, quantique, eh bien, on doit absolument approfondir les rôles et l'importance de ces concepts topologiques d'un point aussi philosophique. Pourquoi ces concepts permettent de comprendre davantage l'importance et les rôles des transformations spatiales dans ces niveaux de réalité. Et si la philosophie a quelque chose à dire sur l'ontologie du monde, il me paraît important de se tourner vers ces méthodes topologiques qui sont d'une grande richesse et d'une grande complexité. Bon, avant d'y aller à la relation plus proche entre les mathématiques et la philosophie, je voudrais dire, si tu me permets, qu'on voit très clairement un changement de la pensée entre de l'éstructuralisme et un quart, si l'on veut, entre la pensée structuraliste et la pensée de l'espace, comme tu nous suggères. Qu'est-ce que je vais dire? On a pensé pendant le XXe siècle que le clé pour comprendre l'ADN serait une structure, une écriture. Ça veut dire une combinaison des éléments et que les structures combinatoires pourraient nous révéler la vraie structure de la vie. Mais on s'est aperçu que par exemple, la structure des protéines ne dépend pas de la structure de la combinaison d'aminoacides, mais ça dépend aussi du pli de la forme spatiale. On s'est aperçu aussi qu'il ne s'agissait pas de connaître les éléments de l'ADN et la combination, mais aussi des éléments topologiques et spatiaux, comme tu viens de le dire. Alors, dans la philosophie, pour revenir à ce dont tu parlais, dans la philosophie, il y avait, à partir de 1960-1970, l'idée que les structures étaient... Et non, bon, pour penser les structures, on avait besoin de penser une structure combinatoire et des éléments et le jeu entre les éléments, soit des signifiants, soit des bases, des éléments en général. Mais ce que tu dis pourrait nous permettre de penser dans une autre dimension, les spatialité qui n'est pas fixée aux éléments, au point de l'espace, mais on peut agir et se déplacer entre des différents niveaux et échelles. Par exemple, on peut penser localement et on peut penser aussi globalement les formes topologiques dont tu as aussi parlé. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a ces changements des paradigmes? Ils sont deux paradigmes complémentaires ou quelle serait la relation entre les deux, entre la structure combinatoire et ces conceptions plus puissantes, si l'on veut, de l'espace, de les structures pensées comme espace? Bon, ça serait la première question. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la philosophie en général? Oui, en effet, la réflexion, la considération que tu fais me semble tout à fait centrale. La philosophie, disons à partir du début du XXe siècle, avec le néopositivisme logique, le néo-empirisme et le néopositivisme logique, s'est focalisée essentiellement sur l'analyse logique des langages formels, des structures théoriques des théories scientifiques. Donc il a privilégié une étude logique, formelle, des structures linguistiques, syntaxiques, sémantiques, dans certains cas, des théories scientifiques. Mais avec l'idée toujours de ramener l'essence et la signification de ces théories scientifiques, que ce soit en physique ou en mathématiques, à une écriture formelle, une sorte de syntaxe ou d'algèbre des signes dont, en quelque sorte, l'essence, la signification pourrait être complètement capturée par l'écriture elle-même.
Et de ce fait, on a prêté beaucoup moins d'attention à d'autres méthodes mathématiques qui étaient pourtant en train de se développer à l'époque, et notamment, comme on a vu, les méthodes topologiques, géométrie algébrique, et des méthodes aussi liées au développement de la théorie des systèmes dynamiques et d'autres théories mathématiques. Je pense que si d'une part la philosophie a pu en quelque sorte contribuer à clarifier un certain nombre de points concernant la structure linguistique des théories scientifiques, d'autre part, elle n'a pas su tenir compte ou aborder. Arrête un instant. On attend que. Oui, après ça devait être les derniers. Là. C'est à 7 heures, donc je réponds. Ça dure. Oui, il doit y avoir une messe. Alors, je ne connais pas les codes de l'Église catholique, mais comme enfant, j'ai eu une éducation catholique, enfant et adolescent, donc il doit y avoir quelque chose d'important. Soit une messe, soit... Sinon, si c'est juste un son de cloche, deux sons de cloche, quelques sons de cloche, c'est pour l'heure. C'est l'appel, hein, l'appel à la messe. Mais là, c'est quelque chose. Ça, c'est l'appel à une messe importante. Quelqu'un est mort? Non, pas nécessairement. Mais il peut y avoir une messe spéciale. Ouais. Toi, tu devrais le savoir mieux que moi. La vérité, non? On va demander à notre ami mexicain. Lui, le saura certainement. Il sait tout. Oui, ça va s'arrêter là. C'est de plus en plus bas. Et donc la philosophie, tout au long du XXe siècle, on pourrait dire, en tout cas pendant une bonne partie du XXe siècle, a renoncé à étudier les structures intrinsèques profondes de l'espace, à la fois les structures mathématiques et les structures physiques, et l'importance que ces structures pouvaient avoir pour une compréhension de l'espace, pour l'émergence même de l'espace dans d'autres domaines, en privilégiant, comme je disais, une analyse logique, formelle, linguistique des théories scientifiques s'intéressant à l'espace et à l'espace-temps. Il est évident qu'au vu des développements mathématiques et physiques du XXe siècle, la philosophie doit effectuer un tournant fondamental. Tu as rappelé donc que déjà au début du XXe siècle, avec les travaux de Hilbert, l'axiomatisation d'abord de la géométrie euclidienne, ensuite d'autres géométries et ensuite de la réalité générale, faite par Hilbert, et bien sûr avec tous les autres systèmes d'axiomes qui ont été développés au cours des années 20, 30, 40 du XXe siècle. À la suite aussi de la découverte des théorèmes de Gödel, on s'est concentré vraiment sur la recherche des structures algébriques invariantes. On a privilégié l'étude
des structures géométriques invariantes, des natures algébriques, qui auraient pu restituer une sorte de structure universelle, fixe, de toutes les mathématiques. On peut sauver ce que tu as dit. Tu peux continuer. L'opération, enfin comment dirais-je, les développements extrêmes de cette vision formaliste axiomatique est sans doute la conception de Bourbaki. Bourbaki se propose de réécrire toutes les mathématiques à partir d'un nombre des concepts formels mathématiques et de réécrire toutes les mathématiques en montrant que les mathématiques finalement peuvent être écrites, comprises et définies et formalisées en termes de structures algébriques. Donc Bourbaki procède à une sorte de formalisme pur, sur des formalismes algébriques des mathématiques, en l'épurant de tout ce qui pouvait être la signification à la fois spatiale, physique et dynamique. Pour Bourbaki, ces trois dimensions, ces trois aspects ne devaient pas rentrer dans l'étude formelle, algébrique des mathématiques. Non, l'idée même des mathématiques, des théories mathématiques, était réduite à une structure formelle. On sait que cette idée a eu une influence importante sur un certain nombre de domaines, comme on l'a rappelé dans notre premier entretien, et notamment sur les structuralismes, aussi bien linguistique qu'en anthropologie et dans d'autres domaines. Je pense qu'il faut voir les structuralismes linguistiques et celui anthropologique comme en quelque sorte une continuité du mouvement formaliste axiomatique du début du XXe siècle, développé par les auteurs néopositivistes, par les auteurs, disons, du néopositivisme logique. Quelle est l'idée qui sous-tend les structuralismes linguistiques et anthropologiques? Transposée dans les sciences humaines, c'est essentiellement la même idée qui a été développée par Bourbaki, c'est-à-dire celle qui consisterait à trouver un nombre très petit d'invariants capable d'expliquer les transformations des structures à la fois linguistiques, c'est-à-dire les structures syntaxiques et sémantiques des langues, et la structure aussi des communautés anthropologiques, enfin les changements, disons, des structures topologiques et anthropologiques d'une culture à une autre, au sein d'une même culture. D'où l'idée que ces invariants structurels, enfin ces structures algébriques, pouvaient avoir une importance universelle, une sorte de rôle universel à partir desquels on pouvait tout expliquer. Je pense que on a compris plus ou moins tôt, dans certains cas tard, que ces deux conceptions, enfin, structuraliste en linguistique et en anthropologie, présentaient des limites très grandes, très importantes. D'abord, le fait que la variation complexe des phénomènes, des structures, ne pouvait pas être expliquée uniquement à partir de quelques invariants universaux. Et donc ces invariants universaux ne pouvaient pas prendre en compte cette variation importante des réalités. Et deuxièmement, le fait que ces invariants universaux, que l'on supposait aussi être des invariants d'échelle,
ne tenaient pas compte du fait que lorsqu'on passe d'un niveau à un autre de la langue, ou un niveau à un autre d'une communauté, d'une culture anthropologique, eh bien, il y a des structures, des propriétés qui ne sont pas invariantes, justement, et qui sont, qui sont modifiées suivant les contextes, suivant les contextes à la fois sémantiques, soit suivant les contextes symboliques en anthropologie et suivant d'autres contextes. Pour répondre à ta troisième question, je dirais les choses suivantes. Il est vrai qu'on peut souvent traduire une structure géométrique dans une structure algébrique et la généraliser au point de vue algébrique. C'est ce qui a été souvent fait, c'est ce qui a été fait souvent en géométrie algébrique. Par exemple, la notion, les concepts d'homologie, introduite par Poincaré au début du siècle dernier, permet effectivement de généraliser ou de trouver la structure géométrique correspondante à un problème qui au départ est de nature géométrique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on renonce à l'aspect géométrique. Au contraire, on montre que les problèmes peuvent être à une signification géométrique, mais qui peut aussi avoir une formulation algébrique. Sans pour autant que les deux soient identifiés ou soient, je veux dire, en quelque sorte, voilà, qu'il n'y ait pas une réduction de l'une à l'autre. Et c'est souvent le cas. Par exemple, en géométrie projective complexe, on peut passer d'une structure géométrique à une structure algébrique. Comme d'ailleurs déjà les géomètres allemands l'avaient montré à la fin du XIXe siècle, on peut reformuler un certain nombre de problèmes de géométrie, des courbes par exemple, dans des structures géométriques qui généralisent, dans des structures algébriques qui permettent de généraliser un certain nombre de propriétés. Cela dit, la tournant topologique et des géométries algébriques au XXe siècle conduit en revanche à une géométrisation des mathématiques. C'est-à-dire qu'on montre que beaucoup de problèmes qui se posent en mathématiques, dans beaucoup de domaines des mathématiques, comme une analyse, comme en géométrie différentielle, dans d'autres domaines des mathématiques, sont des problèmes de nature essentiellement géométrique. Et on comprend aussi que souvent, ces structures géométriques s'appliquent bien à la compréhension des problèmes locaux, mais qui ne peuvent pas donner des solutions globales. D'où la nécessité, en quelque sorte, de faire interagir la géométrie et la topologie pour montrer que les liens entre problèmes locaux et problèmes globaux, comme par exemple les théorèmes de Gauss-Bonnet sur la courbure, c'est un théorème très important et très puissant parce qu'il permet de relier la structure globale d'une surface ou d'une variété bidimensionnelle à sa topologie, à sa forme globale. Donc en fait, il me semble que les mathématiques du XXe siècle se sont développées plutôt dans la direction qui montre l'importance fondamentale des structures géométriques et topologiques pour comprendre en tout cas pour comprendre l'espace et l'espace-temps. De ce point de vue, je ne pense pas que les deux conceptions puissent harmoniser. C'est-à-dire qu'une conception comme celle des bourbakistes, qui prétend réduire toutes les mathématiques à des structures géométriques, à des structures algébriques pures, purement formelles, en éliminant sa signification précisément géométrique et topologique, je ne pense pas qu'elle puisse être un cadre
disons, suffisants, voire les cadres pertinents pour comprendre philosophiquement l'espace et l'espace-temps. D'ailleurs, cela est prouvé par les faits que les résultats les plus importants qui ont été donnés en géométrie et en topologie depuis les années 70 vont justement dans la direction contraire, c'est-à-dire qu'on montre que ces problèmes sont plutôt des natures géométriques et topologiques. Or, la philosophie ne peut pas donc continuer à ignorer cette réalité profonde des mathématiques. Elle ne peut pas continuer à ignorer le fait que si on veut comprendre en profondeur la réalité de l'espace et sa stratification ontologique, de même que comprendre ces manifestations complexes, ces différents modes d'existence complexes, il faut passer d'une vision formaliste, logiciste, linguistique, à une vision qui cherche à étudier les structures géométriques et topologiques intrinsèques de l'espace et à montrer que ces structures peuvent permettre de comprendre aussi d'autres problèmes, comme les problèmes liés à la perception, à la cognition, au vivant, voire même la phénoménologie, par exemple, de la vie dans les espaces habités, comme dans les villes ou dans d'autres réalités.